Les Philistins, les ennemis ancestraux qui rôdent encore, un diagnostic spinoziste. Savez-vous ce qui se cache derrière les conflits les plus sanglants de l'histoire? Derrière chaque guerre, chaque révolution, chaque affrontement qui a façonné notre monde, il y a une force invisible, un archétype éternel qui traverse les millénaires sans jamais disparaître vraiment. Si vous aimez les histoires qui révèlent les secrets cachés de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Oh, et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à toucher plus de personnes. Ça ne prend qu'une seconde et ça fait toute la différence. Mais revenons à notre mystère. Imaginez un peuple qui a disparu il y a plus de 3000 ans, mais dont l'essence continue de hanter chaque époque, chaque civilisation, chaque moment de crise de l'humanité. Un peuple dont le nom même est devenu synonyme d'ignorance et de matérialisme grossier. Les Philistins. Vous pensez connaître cette histoire? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bouleverser votre compréhension non seulement du passé, mais aussi du présent. Grâce au génie de Baruch Spinoza, nous allons disséquer cette force ancestrale qui pulse encore dans les veines de notre modernité. L'anatomie de l'ennemi éternel. Qui étaient vraiment les Philistins? Et pourquoi cette question devrait-elle vous préoccuper aujourd'hui, en 2025? Parce que comprendre les Philistins, c'est comprendre une part sombre et essentielle de l'âme humaine qui n'a jamais cessé d'exister. Remontons d'abord aux origines. Vers 1200 avant notre ère, une vague de peuples mystérieux déferle sur la Méditerranée orientale. On les appelle les peuples de la mer. Parmi eux, les Pélécètes, que nous connaissons sous le nom de Philistins. Mais attention, ce ne sont pas les barbares incultes que l'histoire populaire nous a dépeints. Les Philistins maîtrisaient le fer quand leurs voisins travaillaient encore le bronze. Pouvez-vous imaginer l'avantage technologique que cela représentait? C'était comme si une civilisation spatiale débarquait aujourd'hui avec des armes laser face à nos fusils. Leurs villes, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Ekron, formaient une pentarchie sophistiquée, un système politique d'une complexité remarquable. Alors pourquoi sont-ils devenus, dans notre imaginaire collectif, le symbole même de la grossièreté matérialiste? Voilà où l'analyse de Spinoza devient cruciale. Dans son Éthique, Spinoza nous explique que chaque être, chaque peuple, chaque civilisation exprime son conatus, sa force vitale, son effort pour persévérer dans l'être. Les Philistins exprimaient un conatus particulier, celui de la domination par la force matérielle et technologique. Mais regardez bien, n'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde hyper-matérialiste? Ces entreprises technologiques qui accumulent un pouvoir démesuré, ces régimes qui privilégient la force brute sur la sagesse, ces sociétés qui adorent littéralement leurs gadgets et leur confort matériel au détriment de toute élévation spirituelle. Les Philistins n'étaient pas juste des ennemis d'Israël. Ils représentaient et représentent encore un mode d'être, une façon de concevoir l'existence qui entre en conflit direct avec toute aspiration à la transcendance. Quand David affronte Goliath, ce n'est pas seulement un berger contre un géant. C'est l'esprit contre la matière brute, l'intelligence contre la force, la foi contre l'arrogance technologique. Spinoza nous dirait que ce conflit était inévitable. Pourquoi ? Parce que dans sa vision déterministe de l'univers, chaque force doit rencontrer sa force opposée. Le conatus des Philistins, leur volonté de puissance matérielle, devait nécessairement entrer en collision avec le conatus israélite, leur aspiration à une alliance avec l'absolu. Mais voici ce qui est fascinant. Ce conflit n'est pas resté dans l'Antiquité. Il se rejoue constamment, à chaque époque, sous des formes nouvelles. Les Philistins sont morts en tant que peuple, mais ils renaissent éternellement en tant qu'archétype. Chaque fois qu'une civilisation privilégie la possession sur l'être, la quantité sur la qualité, le pouvoir sur la sagesse, l'esprit philistin ressuscite. Regardez autour de vous. Dans combien d'aspects de notre société reconnaissez-vous cette mentalité philistine? Ces influenceurs qui étalent leur richesse matérielle, ces politiciens qui ne parlent que de croissance économique, ces systèmes éducatifs qui forment des consommateurs plutôt que des penseurs.
L'erreur serait de croire que nous pouvons simplement éliminer cet esprit philistin. Spinoza nous enseigne que tout ce qui existe a une raison d'être, une nécessité. Les Philistins, sous leurs formes anciennes et modernes, remplissent une fonction. Ils nous obligent à définir ce que nous ne voulons pas être. Ils sont le miroir négatif qui révèle nos valeurs authentiques. Mais alors, comment se libérer de leur emprise sans pour autant les nier? C'est là que commence le véritable travail philosophique. Car comprendre les Philistins, c'est se comprendre soi-même dans ce qu'on a de plus profond et de plus authentique. Muru, les passions tristes du pouvoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirées par la domination comme des papillons par la flamme? Pourquoi elles sacrifient leur humanité pour quelques bribes de pouvoir? Spinoza avait une explication fascinante, les passions tristes. Dans le système spinoziste, il existe deux types fondamentaux d'affect, ceux qui augmentent notre puissance d'agir, la joie et ses dérivés, et ceux qui la diminuent, la tristesse et ses dérivés. Or, le pouvoir tel que l'exercent les Philistins de toutes les époques repose essentiellement sur des passions tristes. La peur, la haine, l'envie, le ressentiment. Prenons l'exemple historique des Philistins face aux Israélites. Pourquoi cette obsession de dominer un peuple nomade apparemment moins puissant? Parce que les Israélites représentaient quelque chose que les Philistins ne possédaient pas, une relation directe avec l'absolu, une spiritualité authentique qui ne dépendait d'aucun objet matériel. Cette situation génère ce que Spinoza appelle l'envie, la tristesse, accompagnée de l'idée d'une chose semblable à nous que nous imaginons jouir de quelque bien. Les Philistins enviaient non pas les richesses des Israélites, ils en avaient davantage, mais leur liberté intérieure, leur capacité à trouver le bonheur indépendamment des possessions matérielles. Et comment réagit-on face à ce qu'on envie mais qu'on ne peut posséder? On tente de le détruire. C'est exactement ce mécanisme que nous voyons à l'œuvre dans tous les totalitarismes modernes. Pourquoi Hitler s'acharnait-il contre les Juifs? Pourquoi Staline persécutait-il les intellectuels? Pourquoi certains régimes contemporains s'attaquent-ils aux artistes et aux philosophes? Parce que ces groupes représentent quelque chose d'inatteignable pour l'esprit philistin. La capacité de créer du sens, de la beauté, de la transcendance, sans dépendre du pouvoir matériel. Face à cette liberté qu'ils ne peuvent s'approprier, les nouveaux Philistins n'ont qu'une solution, la détruire. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il nous montre que le pouvoir basé sur les passions tristes crée un cercle vicieux. Plus on domine par la peur, plus on a peur soi-même. Plus on opprime, plus on devient dépendant de l'oppression pour maintenir sa position. Le tyran devient esclave de sa propre tyrannie. Regardez les dirigeants autoritaires de notre époque. Sont-ils vraiment libres? Ou sont-ils prisonniers d'un système qu'ils ont créé, mais qui les dévore de l'intérieur? Ils passent leur vie à surveiller, contrôler, éliminer les menaces réelles ou imaginaires. Ils vivent dans la terreur permanente de perdre ce qu'ils ont acquis par la terreur. C'est ce que Spinoza appelle la servitude. L'illusion d'être libre alors qu'on est complètement déterminé par ses passions. Le Philistin moderne, qu'il soit PDG impitoyable, dictateur ou simple harceleur sur les réseaux sociaux, croit exercer sa liberté en dominant les autres. En réalité, il est l'esclave de ses propres pulsions de domination. Mais voici le paradoxe. Cette servitude ne concerne pas seulement les dominants. Elle affecte aussi les dominés qui acceptent leur situation. Spinoza parle de servitude volontaire, bien avant la Boétie, les masses qui applaudissent leurs oppresseurs, qui défendent le système qui les écrase, qui attaquent ceux qui tentent de les libérer. N'avez-vous jamais observé ce phénomène? Ces travailleurs qui défendent des patrons qui les exploitent, ces citoyens qui votent contre leurs propres intérêts, ces victimes qui protègent leurs bourreaux. C'est l'esprit philistin à l'œuvre, la préférence pour la sécurité de la servitude plutôt que l'incertitude de la liberté. Comment expliquer cette apparente absurdité? Spinoza nous donne la clé, l'imitation des affects. Nous avons tendance à ressentir les émotions de ceux qui nous entourent, surtout s'ils ont plus de pouvoir que nous. Si nos dirigeants vivent dans la peur, nous absorbons leur peur. S'ils haïssent, nous apprenons à haïr. S'ils méprisent la culture et l'intelligence, nous finissons par les mépriser aussi. C'est ainsi que l'esprit philistin se propage comme un virus à travers les sociétés.
Il ne s'impose pas seulement par la force, il se diffuse par contagion émotionnelle, et une fois qu'il a infecté une population, il devient très difficile de l'en débarrasser. Alors, face à ce diagnostic sombre, que nous propose Spinoza? Comment échapper à cette spirale des passions tristes? Comment retrouver notre puissance d'agir authentique? C'est là que son génie philosophique révèle toute sa profondeur et toute son actualité. Buberverse, l'économie politique du ressentiment. Avez-vous remarqué comment nos sociétés modernes semblent fonctionner de plus en plus sur la base du ressentiment? Cette émotion toxique que Nietzsche a si bien décrite, mais que Spinoza avait déjà identifiée comme l'un des mécanismes les plus destructeurs de l'âme humaine. Le ressentiment, selon Spinoza, c'est la haine, accompagnée de l'idée que nous sommes haïs. C'est ce sentiment qui naît quand on se sent victime d'une injustice, mais qu'on est incapable d'agir directement contre celui qu'on tient pour responsable. Alors, cette haine rentrée fermente, pourrit de l'intérieur et finit par empoisonner toute notre vision du monde. Les Philistins historiques étaient des maîtres du ressentiment. Pourquoi ? Parce que malgré leur supériorité militaire et technologique, ils ne parvenaient jamais à conquérir définitivement l'esprit de leurs ennemis. Ils pouvaient occuper leurs terres, détruire leurs villes, massacrer leur population, mais quelque chose leur échappait toujours. Cette flamme intérieure, cette relation au sacré qui permettait aux vaincus de renaître de leurs cendres. Cette frustration permanente générait un ressentiment profond. Les Philistins ne haïssaient pas seulement les Israélites pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils étaient, des êtres capables de trouver un sens à l'existence au-delà des plaisirs matériels et du pouvoir temporel. Et ce mécanisme, nous le retrouvons intact dans notre modernité. Observez les mouvements populistes contemporains, les régimes autoritaires, les groupes extrémistes de tous bords. Qu'est-ce qui les unit au-delà de leurs différences idéologiques ? Le ressentiment contre ceux qui incarnent des valeurs qu'ils ne peuvent ni comprendre ni posséder. Prenez l'anti-intellectualisme qui gangrène tant de sociétés aujourd'hui. D'où vient cette haine viscérale contre les élites intellectuelles, contre les universités, contre la science elle-même? Du même ressentiment qui animait les Philistins, la rage de ceux qui se sentent exclus d'un monde de sens et de beauté qu'ils perçoivent comme inaccessible. Mais attention, Spinoza nous met en garde contre une interprétation trop simpliste. Le ressentiment n'est pas l'apanage des masses incultes contre les élites éclairées. Il peut aussi fonctionner dans l'autre sens. Combien d'intellectuels nourrissent un ressentiment féroce contre le peuple qu'ils jugent incapable de comprendre leur subtilité? Combien d'artistes méprisent leur public tout en étant désespérément en quête de sa reconnaissance? Le ressentiment est une passion démocratique. Elle peut infecter n'importe qui, à n'importe quel niveau de la société. Et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse politiquement. Car voyez-vous, le ressentiment possède une qualité particulière. Il crée du lien social. Rien ne soude plus efficacement un groupe que la haine partagée d'un ennemi commun. C'est ce que les démagogues de tous les temps ont compris instinctivement. Vous voulez unir votre peuple? Donnez-lui quelqu'un à détester. Les Philistins anciens utilisaient déjà cette technique. Leurs 5 cités-États rivales ne parvenaient à s'entendre que face à la menace israélite. De même, nos populistes contemporains ne proposent jamais de véritables projets positifs. Ils se contentent de désigner des boucs émissaires, les immigrés, les élites, les médias, les intellectuels, peu importe, pour cristalliser le ressentiment diffus de leurs électeurs. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il nous montre que le ressentiment n'est pas seulement un sentiment individuel ou même collectif, c'est un véritable système économique et politique. Comment cela fonctionne-t-il? D'abord, le ressentiment crée de la demande. Les individus rongés par cette passion cherchent constamment des explications à leur mal-être, des coupables à leur malheur, des solutions à leur frustration. Cette demande génère toute une industrie, celle de la consolation par la haine. Regardez l'économie des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui génère le plus d'engagement, le plus de clics, le plus de partage? Le contenu qui nourrit nos ressentiments, qui confirme nos préjugés, qui désigne nos ennemis. L'algorithme ne fait que révéler une vérité anthropologique profonde. Nous sommes des êtres de ressentiment et nous payons grassement ceux qui savent flatter cette passion. Ensuite,
Le ressentiment crée de l'offre politique. Face à cette demande massive de boucs émissaires et d'explications simplistes, surgissent des entrepreneurs du ressentiment, démagogues, influenceurs, gourous de tout poil qui transforment la frustration collective en capital politique ou économique. Ces nouveaux Philistins ne cherchent pas vraiment à résoudre les problèmes qu'ils dénoncent, ce serait contre leurs intérêts. Ils ont besoin que le ressentiment perdure pour maintenir leur pouvoir. Ils entretiennent donc soigneusement les causes de frustration tout en proposant des solutions inefficaces qui permettent de rejeter la faute sur d'autres coupables. C'est ce que Spinoza appellerait une passion triste institutionnalisée, un système politique et économique qui tire sa légitimité et sa rentabilité de la perpétuation de nos affects négatifs. Mais alors, comment briser ce cercle vicieux ? Comment échapper à cette économie politique du ressentiment qui nous empoisonne individuellement et collectivement ? Spinoza a une réponse, mais elle demande un courage intellectuel que peu sont prêts à assumer. Il faut d'abord accepter une vérité dérangeante. Nous sommes tous, à des degrés divers, des Philistins. Nous portons tous en nous cette tendance au ressentiment, cette tentation de la facilité intellectuelle, cette préférence pour les certitudes confortables plutôt que pour la complexité du réel. Reconnaître le Philistin en soi, c'est le premier pas vers la liberté authentique. Mais ce n'est que le premier pas, car la véritable libération ne viendra pas de la destruction de nos ennemis extérieurs, mais de la transformation de nos passions intérieures. Et pour cela, il nous faut comprendre ce que Spinoza entendait vraiment par connaissance et béatitude. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage vers votre propre libération? Êtes-vous prêt à affronter vos propres Philistins intérieurs? Car c'est là que commence la véritable révolution spinoziste. Les Philistins, les ennemis ancestraux qui rôdent encore. Un diagnostic spinoziste. Savez-vous ce qui se cache derrière les conflits les plus sanglants de l'histoire? Derrière chaque guerre, chaque révolution, chaque affrontement qui a façonné notre monde, il y a une force invisible, un archétype éternel qui traverse les millénaires sans jamais disparaître vraiment. Si vous aimez les histoires qui révèlent les secrets cachés de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Oh, et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant m'aiderait énormément à toucher plus de personnes. Ça ne prend qu'une seconde et ça fait toute la différence. Mais revenons à notre mystère. Imaginez un peuple qui a disparu il y a plus de 3000 ans, mais dont l'essence continue de hanter chaque époque, chaque civilisation, chaque moment de crise de l'humanité. Un peuple dont le nom même est devenu synonyme d'ignorance et de matérialisme grossier, les Philistins. Vous pensez connaître cette histoire? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bouleverser votre compréhension non seulement du passé, mais aussi du présent. Grâce au génie de Baruch Spinoza, nous allons disséquer cette force ancestrale qui pulse encore dans les veines de notre modernité. Bevure, l'anatomie de l'ennemi éternel. Qui étaient vraiment les Philistins? Et pourquoi cette question devrait-elle vous préoccuper aujourd'hui, en 2025? Parce que comprendre les Philistins, c'est comprendre une part sombre et essentielle de l'âme humaine qui n'a jamais cessé d'exister. Remontons d'abord aux origines. Vers 1200 avant notre ère, une vague de peuples mystérieux déferle sur la Méditerranée orientale. On les appelle les peuples de la mer. Parmi eux, les Pélézés, que nous connaissons sous le nom de Philistins. Mais attention, ce ne sont pas les barbares incultes que l'histoire populaire nous a dépeints. Les Philistins maîtrisaient le fer quand leurs voisins travaillaient encore le bronze. Pouvez-vous imaginer l'avantage technologique que cela représentait? C'était comme si une civilisation spatiale débarquait aujourd'hui avec des armes laser face à nos fusils. Leurs villes, Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Ekron, formaient une pentarchie sophistiquée, un système politique d'une complexité remarquable. Alors pourquoi sont-ils devenus, dans notre imaginaire collectif, le symbole même de la grossièreté matérialiste? Voilà où l'analyse de Spinoza devient cruciale. Dans son Éthique, Spinoza nous explique que chaque être, chaque peuple, chaque civilisation exprime son conatus, sa force vitale, son effort pour persévérer dans l'être. Les Philistins exprimaient un conatus particulier, celui de la domination par la force matérielle et technologique.
Mais regardez bien, n'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde hyper-matérialiste? Ces entreprises technologiques qui accumulent un pouvoir démesuré, ces régimes qui privilégient la force brute sur la sagesse, ces sociétés qui adorent littéralement leurs gadgets et leur confort matériel au détriment de toute élévation spirituelle. Les Philistins n'étaient pas juste des ennemis d'Israël. Ils représentaient et représentent encore un mode d'être, une façon de concevoir l'existence qui entre en conflit direct avec toute aspiration à la transcendance. Quand David affronte Goliath, ce n'est pas seulement un berger contre un géant. C'est l'esprit contre la matière brute, l'intelligence contre la force, la foi contre l'arrogance technologique. Spinoza nous dirait que ce conflit était inévitable. Pourquoi ? Parce que dans sa vision déterministe de l'univers, chaque force doit rencontrer sa force opposée. Le conatus des Philistins, leur volonté de puissance matérielle, devait nécessairement entrer en collision avec le conatus israélite, leur aspiration à une alliance avec l'absolu. Mais voici ce qui est fascinant. Ce conflit n'est pas resté dans l'Antiquité. Il se rejoue constamment, à chaque époque, sous des formes nouvelles. Les Philistins sont morts en tant que peuple, mais ils renaissent éternellement en tant qu'archétype. Chaque fois qu'une civilisation privilégie la possession sur l'être, la quantité sur la qualité, le pouvoir sur la sagesse, l'esprit philistin ressuscite. Regardez autour de vous. Dans combien d'aspects de notre société reconnaissez-vous cette mentalité philistine? Ces influenceurs qui étalent leur richesse matérielle, ces politiciens qui ne parlent que de croissance économique, ces systèmes éducatifs qui forment des consommateurs plutôt que des penseurs. L'erreur serait de croire que nous pouvons simplement éliminer cet esprit philistin. Spinoza nous enseigne que tout ce qui existe a une raison d'être, une nécessité. Les Philistins, sous leurs formes anciennes et modernes, remplissent une fonction. Ils nous obligent à définir ce que nous ne voulons pas être. Ils sont le miroir négatif qui révèle nos valeurs authentiques. Mais alors, comment se libérer de leur emprise sans pour autant les nier? C'est là que commence le véritable travail philosophique. Car comprendre les Philistins, c'est se comprendre soi-même dans ce qu'on a de plus profond et de plus authentique. Les passions tristes du pouvoir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirées par la domination comme des papillons par la flamme? Pourquoi elles sacrifient leur humanité pour quelques bribes de pouvoir? Spinoza avait une explication fascinante, les passions tristes. Dans le système spinoziste, il existe deux types fondamentaux d'affect, ceux qui augmentent notre puissance d'agir, la joie et ses dérivés, et ceux qui la diminuent, la tristesse et ses dérivés. Or, le pouvoir tel que l'exercent les Philistins de toutes les époques repose essentiellement sur des passions tristes. La peur, la haine, l'envie, le ressentiment. Prenons l'exemple historique des Philistins face aux Israélites. Pourquoi cette obsession de dominer un peuple nomade apparemment moins puissant? Parce que les Israélites représentaient quelque chose que les Philistins ne possédaient pas, une relation directe avec l'absolu, une spiritualité authentique qui ne dépendait d'aucun objet matériel. Cette situation génère ce que Spinoza appelle l'envie, la tristesse, accompagnée de l'idée d'une chose semblable à nous que nous imaginons jouir de quelques biens. Les Philistins enviaient non pas les richesses des Israélites, ils en avaient davantage, mais leur liberté intérieure, leur capacité à trouver le bonheur indépendamment des possessions matérielles. Et comment réagit-on face à ce qu'on envie mais qu'on ne peut posséder? On tente de le détruire. C'est exactement ce mécanisme que nous voyons à l'œuvre dans tous les totalitarismes modernes. Pourquoi Hitler s'acharnait-il contre les Juifs? Pourquoi Staline persécutait-il les intellectuels? Pourquoi certains régimes contemporains s'attaquent-ils aux artistes et aux philosophes? Parce que ces groupes représentent quelque chose d'inatteignable pour l'esprit philistin, la capacité de créer du sens, de la beauté, de la transcendance, sans dépendre du pouvoir matériel. Face à cette liberté qu'ils ne peuvent s'approprier, les nouveaux Philistins n'ont qu'une solution, la détruire. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il nous montre que le pouvoir basé sur les passions tristes crée un cercle vicieux.
Plus on domine par la peur, plus on a peur soi-même. Plus on opprime, plus on devient dépendant de l'oppression pour maintenir sa position. Le tyran devient esclave de sa propre tyrannie. Regardez les dirigeants autoritaires de notre époque. Sont-ils vraiment libres? Ou sont-ils prisonniers d'un système qu'ils ont créé, mais qui les dévore de l'intérieur? Ils passent leur vie à surveiller, contrôler, éliminer les menaces réelles ou imaginaires. Ils vivent dans la terreur permanente de perdre ce qu'ils ont acquis par la terreur. C'est ce que Spinoza appelle la servitude. L'illusion d'être libre alors qu'on est complètement déterminé par ses passions. Le Philistin moderne, qu'il soit PDG impitoyable, dictateur ou simple harceleur sur les réseaux sociaux, croit exercer sa liberté en dominant les autres. En réalité, il est l'esclave de ses propres pulsions de domination. Mais voici le paradoxe. Cette servitude ne concerne pas seulement les dominants. Elle affecte aussi les dominés qui acceptent leur situation. Spinoza parle de servitude volontaire, bien avant la Boétie, les masses qui applaudissent leurs oppresseurs, qui défendent le système qui les écrase, qui attaquent ceux qui tentent de les libérer. N'avez-vous jamais observé ce phénomène? Ces travailleurs qui défendent des patrons qui les exploitent, ces citoyens qui votent contre leurs propres intérêts, ces victimes qui protègent leurs bourreaux. C'est l'esprit philistin à l'œuvre, la préférence pour la sécurité de la servitude plutôt que l'incertitude de la liberté. Comment expliquer cette apparente absurdité? Spinoza nous donne la clé, l'imitation des affects. Nous avons tendance à ressentir les émotions de ceux qui nous entourent, surtout s'ils ont plus de pouvoir que nous. Si nos dirigeants vivent dans la peur, nous absorbons leur peur. S'ils haïssent, nous apprenons à haïr. S'ils méprisent la culture et l'intelligence, nous finissons par les mépriser aussi. C'est ainsi que l'esprit philistin se propage comme un virus à travers les sociétés. Il ne s'impose pas seulement par la force, il se diffuse par contagion émotionnelle, et une fois qu'il a infecté une population, il devient très difficile de l'en débarrasser. Alors, face à ce diagnostic sombre, que nous propose Spinoza? Comment échapper à cette spirale des passions tristes? Comment retrouver notre puissance d'agir authentique? C'est là que son génie philosophique révèle toute sa profondeur et toute son actualité. Buberverse, l'économie politique du ressentiment. Avez-vous remarqué comment nos sociétés modernes semblent fonctionner de plus en plus sur la base du ressentiment? Cette émotion toxique que Nietzsche a si bien décrite, mais que Spinoza avait déjà identifiée comme l'un des mécanismes les plus destructeurs de l'âme humaine. Le ressentiment, selon Spinoza, c'est la haine, accompagnée de l'idée que nous sommes haïs. C'est ce sentiment qui naît quand on se sent victime d'une injustice, mais qu'on est incapable d'agir directement contre celui qu'on tient pour responsable. Alors, cette haine rentrée fermente, pourrit de l'intérieur et finit par empoisonner toute notre vision du monde. Les Philistins historiques étaient des maîtres du ressentiment. Pourquoi ? Parce que malgré leur supériorité militaire et technologique, ils ne parvenaient jamais à conquérir définitivement l'esprit de leurs ennemis. Ils pouvaient occuper leurs terres, détruire leurs villes, massacrer leur population, mais quelque chose leur échappait toujours. Cette flamme intérieure, cette relation au sacré qui permettait aux vaincus de renaître de leurs cendres. Cette frustration permanente générait un ressentiment profond. Les Philistins ne haïssaient pas seulement les Israélites pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils étaient, des êtres capables de trouver un sens à l'existence au-delà des plaisirs matériels et du pouvoir temporel. Et ce mécanisme, nous le retrouvons intact dans notre modernité. Observez les mouvements populistes contemporains, les régimes autoritaires, les groupes extrémistes de tous bords. Qu'est-ce qui les unit au-delà de leurs différences idéologiques? Le ressentiment contre ceux qui incarnent des valeurs qu'ils ne peuvent ni comprendre ni posséder. Prenez l'anti-intellectualisme qui gangrène tant de sociétés aujourd'hui. D'où vient cette haine viscérale contre les élites intellectuelles, contre les universités, contre la science elle-même? Du même ressentiment qui animait les Philistins, la rage de ceux qui se sentent exclus d'un monde de sens et de beauté qu'ils perçoivent comme inaccessible. Mais attention, Spinoza nous met en garde contre une interprétation trop simpliste. Le ressentiment n'est pas l'apanage des masses incultes contre les élites éclairées. Il peut aussi fonctionner dans l'autre sens,
Combien d'intellectuels nourrissent un ressentiment féroce contre le peuple qu'ils jugent incapable de comprendre leur subtilité? Combien d'artistes méprisent leur public tout en étant désespérément en quête de sa reconnaissance? Le ressentiment est une passion démocratique. Elle peut infecter n'importe qui, à n'importe quel niveau de la société. Et c'est précisément ce qui la rend si dangereuse politiquement. Car voyez-vous, le ressentiment possède une qualité particulière. Il crée du lien social. Rien ne soude plus efficacement un groupe que la haine partagée d'un ennemi commun. C'est ce que les démagogues de tous les temps ont compris instinctivement. Vous voulez unir votre peuple? Donnez-lui quelqu'un à détester. Les Philistins anciens utilisaient déjà cette technique. Leurs 5 cités-États rivales ne parvenaient à s'entendre que face à la menace israélite. De même, nos populistes contemporains ne proposent jamais de véritables projets positifs. Ils se contentent de désigner des boucs émissaires, les immigrés, les élites, les médias, les intellectuels, peu importe, pour cristalliser le ressentiment diffus de leurs électeurs. Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il nous montre que le ressentiment n'est pas seulement un sentiment individuel ou même collectif, c'est un véritable système économique et politique. Comment cela fonctionne-t-il? D'abord, le ressentiment crée de la demande. Les individus rongés par cette passion cherchent constamment des explications à leur mal-être, des coupables à leur malheur, des solutions à leur frustration. Cette demande génère toute une industrie, celle de la consolation par la haine. Regardez l'économie des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui génère le plus d'engagement, le plus de clics, le plus de partage? Le contenu qui nourrit nos ressentiments, qui confirme nos préjugés, qui désigne nos ennemis. L'algorithme ne fait que révéler une vérité anthropologique profonde. Nous sommes des êtres de ressentiment et nous payons grassement ceux qui savent flatter cette passion. Ensuite, le ressentiment crée de l'offre politique. Face à cette demande massive de boucs émissaires et d'explications simplistes, surgissent des entrepreneurs du ressentiment, démagogues, influenceurs, gourous de tout poil qui transforment la frustration collective en capital politique ou économique. Ces nouveaux Philistins ne cherchent pas vraiment à résoudre les problèmes qu'ils dénoncent, ce serait contre leurs intérêts. Ils ont besoin que le ressentiment perdure pour maintenir leur pouvoir. Ils entretiennent donc soigneusement les causes de frustration tout en proposant des solutions inefficaces qui permettent de rejeter la faute sur d'autres coupables. C'est ce que Spinoza appellerait une passion triste institutionnalisée. Un système politique et économique qui tire sa légitimité et sa rentabilité de la perpétuation de nos affects négatifs. Mais alors, comment briser ce cercle vicieux? Comment échapper à cette économie politique du ressentiment qui nous empoisonne individuellement et collectivement? Spinoza a une réponse, mais elle demande un courage intellectuel que peu sont prêts à assumer. Il faut d'abord accepter une vérité dérangeante. Nous sommes tous, à des degrés divers, des Philistins. Nous portons tous en nous cette tendance au ressentiment, cette tentation de la facilité intellectuelle, cette préférence pour les certitudes confortables plutôt que pour la complexité du réel. Reconnaître le Philistin en soi, c'est le premier pas vers la liberté authentique. Mais ce n'est que le premier pas, car la véritable libération ne viendra pas de la destruction de nos ennemis extérieurs, mais de la transformation de nos passions intérieures. Et pour cela, il nous faut comprendre ce que Spinoza entendait vraiment par connaissance et béatitude. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage vers votre propre libération? Êtes-vous prêt à affronter vos propres Philistins intérieurs? Car c'est là que commence la véritable révolution spinoziste. Spinoza et la révolution de la compréhension. Si vous appréciez ce type d'analyse profonde de l'histoire et de la philosophie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos explorations. Et pendant que j'y pense, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs à travers le monde. Si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette vidéo à plus de personnes. Cela ne prend qu'une seconde et fait une différence énorme. Mais revenons à notre question fondamentale. Comment Baruch Spinoza a-t-il révolutionné notre compréhension de ces dynamiques ancestrales?
Comment ce fils de marchand juif portugais, excommunié de sa propre communauté à Amsterdam au XVIIe siècle, a-t-il pu percer les secrets des conflits qui déchirent l'humanité depuis des millénaires? La réponse tient dans une révolution conceptuelle que peu ont vraiment comprise, même parmi ses admirateurs. Spinoza n'a pas seulement proposé une nouvelle philosophie, il a inventé une nouvelle manière de regarder l'histoire elle-même. Prenez le conflit entre David et Goliath, ce moment mythique qui cristallise l'affrontement entre Israélites et Philistins. Toute l'historiographie traditionnelle nous présente cet épisode comme le triomphe du bien sur le mal, de la foi sur l'arrogance, du petit sur le grand. Mais Spinoza y voit autre chose, l'illustration parfaite de ce qu'il appelle la nécessité géométrique de l'histoire. Goliath n'était pas méchant au sens moral du terme. Il était l'expression logique et inévitable d'un certain type de civilisation, celle qui mise tout sur la force brute, la supériorité technique, l'intimidation psychologique. Face à lui, David ne représentait pas la bonté abstraite, mais un autre type de force, celle de l'intelligence, de l'adaptabilité, de la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Comprenez-vous la révolution que cela représente? Spinoza nous libère de la morale manichéenne pour nous introduire dans une compréhension géométrique des forces historiques. Il n'y a pas de bon et de méchant dans l'histoire. Il y a des configurations de puissance qui entrent nécessairement en conflit selon des lois aussi rigoureuses que celles qui régissent le mouvement des planètes. Cette approche nous permet de comprendre pourquoi les Philistins ont joué un rôle si crucial dans l'émergence de la conscience juive, puis chrétienne, puis occidentale en général. Sans adversaire, pas d'identité. Sans résistance, pas de développement. Les Philistins n'étaient pas un accident de l'histoire, ils étaient une nécessité dialectique. Mais voyons comment cette logique s'est déployée à travers les siècles. Après la disparition des Philistins historiques vers le VIe siècle avant notre ère, conquis successivement par les Babyloniens puis les Perses, leur fonction archétypale a été reprise par d'autres peuples, d'autres civilisations, d'autres forces. Rome, par exemple, a longtemps joué ce rôle pour les premiers chrétiens. L'Empire romain représentait exactement ce que les Philistins avaient incarné face aux Israélites. Une puissance matérielle écrasante, une organisation militaire parfaite, un pragmatisme absolu qui ne comprenait rien aux aspirations spirituelles de ces sujets. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé. Cette Rome philistine a fini par adopter le christianisme. Comment expliquer ce retournement apparemment impossible? Spinoza nous donne la clé. Quand deux forces s'affrontent suffisamment longtemps, elles finissent par se transformer mutuellement. Rome a christianisé le monde méditerranéen, mais le christianisme a aussi romanisé le message originel du Christ. Cette dialectique, nous la retrouvons partout dans l'histoire. Prenez l'expansion de l'islam au 7e et 8e siècle. Les conquérants arabes se heurtent à l'Empire byzantin, héritier de Rome et gardien du christianisme orthodoxe. Qui joue le rôle du Philistin dans cette confrontation? Les deux, selon la perspective. Chacun voit dans l'autre l'incarnation de la barbarie matérialiste opposée à sa propre spiritualité raffinée. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se produit dans l'Espagne médiévale, en Al-Andalus. Là, pendant des siècles, chrétiens, musulmans et juifs cohabitent et s'enrichissent mutuellement. Comment? En transformant le conflit philistin-israélite en émulation créatrice. Chaque communauté pousse les autres à exceller, non plus par la destruction, mais par la créativité. C'est exactement ce que Spinoza appelait la joie active, cette forme supérieure de bonheur qui naît non pas de la destruction de l'autre, mais de l'augmentation mutuelle de nos puissances respectives. Al-Andalus nous montre qu'il est possible de dépasser la logique philistine sans pour autant nier l'altérité. Mais cette expérience extraordinaire s'effondre au XIe siècle. Pourquoi? Parce que les forces du ressentiment reprennent le dessus des deux côtés. Les fondamentalistes almoravides puis almohades du Maghreb ne supportent plus cette coexistence créatrice qu'ils jugent impure, tandis que la reconquista chrétienne se radicalise sous l'influence de Cluny. Voilà un exemple parfait de ce que Spinoza appelait le retour des passions tristes. Quand une société n'arrive plus à supporter la complexité de sa propre richesse, elle préfère la simplicité brutale de l'exclusion. L'esprit philistin
triomphe temporairement, mais au prix d'un appauvrissement général. Cette logique va se reproduire tragiquement au XXe siècle avec les totalitarismes. Hitler se présente comme le champion de la culture allemande contre les parasites juifs, slaves, tziganes. Staline prétend défendre le prolétariat authentique contre les intellectuels bourgeois. Mao combat la décadence occidentale au nom de la pureté paysanne. Dans tous les cas, nous retrouvons le même schéma. Un groupe se définit comme porteur de valeurs authentiques et désigne un autre groupe comme incarnation de la corruption, de la décadence, de l'esprit philistin. Mais paradoxalement, ce sont les accusateurs qui reproduisent exactement les comportements qu'ils dénoncent: matérialisme grossier, culte de la force, mépris de la complexité intellectuelle. Spinoza nous aide à comprendre ce paradoxe. Le totalitaire croit combattre l'esprit philistin, mais il en est lui-même l'expression la plus pure. Il est chez l'autre ce qu'il refuse de reconnaître en lui-même. C'est ce que la psychanalyse appellera plus tard projection, mais que Spinoza décrivait déjà comme imitation des affects. Nous tendons à attribuer aux autres les passions qui nous dominent. Cette compréhension ouvre des perspectives révolutionnaires. Si l'esprit philistin naît de notre refus de reconnaître nos propres contradictions, alors la libération passe par l'acceptation lucide de notre complexité interne. Au lieu de projeter sur l'autre tout ce que nous rejetons en nous, il s'agit d'intégrer ces forces apparemment contradictoires dans une synthèse supérieure. C'est exactement ce qu'ont réussi les grands créateurs de l'histoire. Prenez Shakespeare. Ses personnages les plus fascinants sont ceux qui assument pleinement leurs contradictions. Hamlet est à la fois philosophe et guerrier, Prospero magicien et politique, Lady Macbeth féminine et terrible. Shakespeare ne juge pas ces contradictions, il les explore, les développe, les transforme en beauté. Ou regardez la Renaissance italienne. Comment expliquer cette explosion créatrice extraordinaire? Par la capacité de cette époque à réconcilier des héritages apparemment incompatibles, l'Antiquité païenne et le christianisme, la sensualité et la spiritualité, l'individualisme et le sens communautaire. Au lieu de choisir un camp contre l'autre, les artistes de la Renaissance intègrent tout dans des synthèses inédites. Voilà la véritable leçon spinoziste. La libération ne consiste pas à détruire l'esprit philistin, mais à le transformer, car cet esprit, aussi limité soit-il, exprime quelque chose de nécessaire: le souci de l'efficacité, le sens pratique, l'ancrage dans le réel matériel. Le problème n'est pas qu'il existe, mais qu'il prétende être le tout de l'existence. Un devil, l'avenir au-delà des Philistins. Mais alors, vers quoi nous dirigeons-nous? Quel est l'avenir de cette dialectique millénaire entre l'esprit philistin et l'aspiration à la transcendance? Pour répondre à cette question, il nous faut comprendre comment notre époque contemporaine transforme radicalement les données du problème. Nous vivons une mutation anthropologique sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous possédons les moyens techniques de détruire totalement notre espèce et notre planète. Cette situation inédite change complètement les enjeux du conflit traditionnel entre Philistins et anti-Philistins. Pensez-y, les Philistins historiques pouvaient bien massacrer les Israélites. Ils ne risquèrent pas de détruire l'humanité entière. Même les pires tyrans du passé ne pouvaient anéantir que leur propre époque et leur propre région. Mais nos Philistins modernes, ces puissances économiques et politiques qui ne voient que profit à court terme et domination immédiate, ont entre leurs mains des armes de destruction massive, des technologies de manipulation globale, des moyens de dévastation écologique planétaire. L'esprit philistin n'est plus seulement un obstacle au développement spirituel de l'humanité. Il est devenu une menace existentielle pour sa survie même. Cette réalité nouvelle exige une réponse à la hauteur. Heureusement, cette même époque nous offre aussi des possibilités inédites de dépassement. Internet, malgré tous ses défauts, permet pour la première fois dans l'histoire une circulation instantanée des idées à l'échelle planétaire. Un individu isolé au fond de l'Amazonie peut accéder aux œuvres de Spinoza, de Bach, d'Einstein. Les barrières géographiques et culturelles qui protégeaient autrefois les monopoles intellectuels s'effondrent. Cette démocratisation de l'accès au savoir change fondamentalement les rapports de force. Les nouveaux Philistins, ces oligarques de la tech,
Ces démagogues populistes, ces autocrates de tout poil, ne peuvent plus compter sur l'ignorance des masses pour maintenir leur pouvoir. Ils sont obligés de développer des stratégies de plus en plus sophistiquées de manipulation et de désinformation. Mais regardez ce qui se passe. Plus ils raffinent leurs techniques de contrôle, plus ils révèlent leurs propres mécanismes. Jamais les rouages du pouvoir n'ont été aussi visibles qu'aujourd'hui. Jamais les mensonges des puissants n'ont été aussi facilement démasqués. Paradoxalement, l'ère de la post-vérité est aussi celle où la vérité devient plus accessible que jamais. Cette situation crée ce que nous pourrions appeler une crise spinoziste généralisée. De plus en plus d'individus découvrent par eux-mêmes les mécanismes que Spinoza décrivait. L'imitation des affects, la servitude volontaire, la manipulation par les passions tristes. Cette prise de conscience collective ouvre des possibilités révolutionnaires. Prenez le mouvement des Gilets jaunes en France, ou les manifestations de Hong Kong, ou les soulèvements féministes mondiaux. Au-delà de leurs revendications spécifiques, tous ces mouvements expriment la même intuition profonde. Le refus de la servitude volontaire, la volonté de reprendre en main son propre destin, la recherche d'une authentique démocratie. Bien sûr, ces mouvements restent souvent prisonniers de leurs propres contradictions. Ils combattent l'esprit philistin tout en reproduisant parfois ses méthodes. Ils dénoncent la manipulation tout en se laissant manipuler. Ils aspirent à la liberté tout en réclamant de nouveaux maîtres. Mais ces contradictions mêmes sont le signe d'une transformation en cours. Car voyez-vous, nous assistons peut-être à l'émergence d'une nouvelle forme de conscience, que nous pourrions appeler post-philistine. Cette conscience ne se contente plus d'opposer spiritualité et matérialité, culture et technique, individu et collectif. Elle cherche à intégrer ces polarités dans des synthèses inédites. Regardez l'écologie moderne. Elle ne rejette pas la technique au nom de la nature. Elle cherche des technologies compatibles avec les équilibres naturels. Elle ne prône pas l'ascétisme contre le confort. Elle invente de nouvelles formes de bien-être qui ne détruisent pas la planète. Elle n'oppose pas l'individu à la collectivité. Elle explore de nouveaux modes de vie communautaires qui respectent l'autonomie personnelle. Cette approche intégrative se retrouve dans tous les domaines créatifs de notre époque. L'art contemporain mélange allègrement tradition et innovation, locale et globale, spirituelle et technologique. La science moderne découvre l'interdépendance de tous les phénomènes, l'intrication quantique, la complexité des systèmes vivants. La philosophie redécouvre l'importance du corps, des émotions, de l'expérience vécue. Mais surtout, nous voyons émerger de nouvelles formes d'organisation sociale qui dépassent l'alternative traditionnelle entre individualisme libéral et collectivisme autoritaire. Les réseaux collaboratifs, l'économie du partage, les monnaies alternatives, les expériences de démocratie participative, autant de tentatives pour inventer des modes de vie qui conjuguent autonomie individuelle et solidarité collective. Ces expérimentations ne sont pas sans danger. Elles peuvent être récupérées par l'esprit philistin, détournées de leurs objectifs, instrumentalisées par les pouvoirs établis. L'histoire nous enseigne que toute révolution court le risque de reproduire ce qu'elle prétendait abolir. Mais elle porte aussi en elle une possibilité inédite, celle de dépasser définitivement la logique du conflit pour entrer dans celle de la créativité collaborative. Car c'est peut-être cela, finalement, l'enseignement ultime de Spinoza. Il n'y a pas d'ennemi absolu, il n'y a que des forces qui cherchent à s'exprimer et qui peuvent apprendre à le faire en harmonie plutôt qu'en opposition. Les Philistins de demain ne seront peut-être plus nos ennemis, mais nos partenaires dans la grande aventure de l'évolution humaine, à condition bien sûr que nous ayons le courage et l'intelligence de transformer notre propre regard sur eux et sur nous-mêmes. Conclusion, la réconciliation finale. Nous voici arrivés au terme de cette longue exploration. Qu'avons-nous découvert? Que les Philistins ne sont jamais vraiment morts, mais qu'ils n'ont jamais été vraiment nos ennemis non plus. Ils sont une dimension éternelle de la condition humaine, une force nécessaire qui nous pousse à nous dépasser, un miroir qui nous révèle nos propres limites et nos propres possibilités. Spinoza nous a appris à regarder l'histoire sans haine et sans illusion. Il nous a montré que ce que nous prenons pour des conflits moraux sont en réalité des nécessités géométriques, des jeux de force qui obéissent à des lois aussi rigoureuses que celles de la physique. Cette compréhension nous libère du ressentiment,
mais aussi de la naïveté, car reconnaître la nécessité du conflit ne signifie pas s'y résigner. Au contraire, c'est comprendre cette nécessité qui nous permet de la transformer. Quand nous cessons de diaboliser nos adversaires, nous pouvons enfin dialoguer avec eux. Quand nous acceptons nos propres contradictions, nous pouvons les dépasser créativement. L'avenir de l'humanité ne se joue pas dans la victoire définitive d'un camp sur l'autre, mais dans notre capacité collective à transformer les oppositions stériles en tensions créatrices. Les vrais ennemis ne sont pas les Philistins d'aujourd'hui, mais l'ignorance, la peur, le ressentiment qui nous empêchent de voir en eux des partenaires potentiels de notre évolution commune. Cette vision peut paraître utopique, elle l'est peut-être, mais comme le disait Spinoza lui-même, l'expérience nous enseigne que rien n'est plus utile à l'homme qu'un autre homme vivant sous la conduite de la raison. Si nous parvenons, ne serait-ce qu'un petit nombre d'entre nous, à vivre selon cette sagesse, nous pouvons espérer transformer progressivement l'ensemble de notre espèce. Car c'est peut-être cela, finalement, la plus grande leçon de cette histoire millénaire. Nous ne sommes pas condamnés à répéter éternellement les mêmes conflits. Nous pouvons apprendre, évoluer, nous transformer. Nous pouvons faire de nos ennemis ancestraux les alliés de notre avenir commun. Les Philistins nous attendent. Non plus comme adversaires, mais comme compagnons de route sur le chemin de notre humanisation mutuelle. À nous de saisir cette opportunité historique unique. À nous de réaliser enfin la promesse de réconciliation que porte en elle toute véritable philosophie. L'histoire continue. Et nous en sommes tous, Philistins et anti-Philistins confondus, les auteurs responsables. Des coupables à leur malheur, des solutions à leur frustration. Cette demande génère toute une industrie, celle de la consolation par la haine. Regardez l'économie des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui génère le plus d'engagement, le plus de clics, le plus de partage? Le contenu qui nourrit nos ressentiments, qui confirme nos préjugés, qui désigne nos ennemis. L'algorithme ne fait que révéler une vérité anthropologique profonde. Nous sommes des êtres de ressentiment et nous payons grassement ceux qui savent flatter cette passion. Ensuite, le ressentiment crée de l'offre politique. Face à cette demande massive de boucs émissaires et d'explications simplistes, surgissent des entrepreneurs du ressentiment, démagogues, influenceurs, gourous de tout poil qui transforment la frustration collective en capital politique ou économique. Ces nouveaux Philistins ne cherchent pas vraiment à résoudre les problèmes qu'ils dénoncent, ce serait contre leurs intérêts. Ils ont besoin que le ressentiment perdure pour maintenir leur pouvoir. Ils entretiennent donc soigneusement les causes de frustration tout en proposant des solutions inefficaces qui permettent de rejeter la faute sur d'autres coupables. C'est ce que Spinoza appellerait une passion triste institutionnalisée. Un système politique et économique qui tire sa légitimité et sa rentabilité de la perpétuation de nos affects négatifs. Mais alors, comment briser ce cercle vicieux ? Comment échapper à cette économie politique du ressentiment qui nous empoisonne individuellement et collectivement? Spinoza a une réponse, mais elle demande un courage intellectuel que peu sont prêts à assumer. Il faut d'abord accepter une vérité dérangeante. Nous sommes tous, à des degrés divers, des Philistins. Nous portons tous en nous cette tendance au ressentiment, cette tentation de la facilité intellectuelle, cette préférence pour les certitudes confortables plutôt que pour la complexité du réel. Reconnaître le Philistin en soi, c'est le premier pas vers la liberté authentique. Mais ce n'est que le premier pas, car la véritable libération ne viendra pas de la destruction de nos ennemis extérieurs, mais de la transformation de nos passions intérieures. Et pour cela, il nous faut comprendre ce que Spinoza entendait vraiment par connaissance et béatitude. Êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage vers votre propre libération? Êtes-vous prêt à affronter vos propres Philistins intérieurs? Car c'est là que commence la véritable révolution spinoziste. Spinoza et la révolution de la compréhension. Si vous appréciez ce type d'analyse profonde de l'histoire et de la philosophie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos explorations. Et pendant que j'y pense, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore découvrir d'où viennent nos spectateurs.
à travers le monde. Si vous êtes sur mobile, un petit like maintenant m'aiderait énormément à faire découvrir cette vidéo à plus de personnes. Cela ne prend qu'une seconde et fait une différence énorme. Mais revenons à notre question fondamentale. Comment Baruch Spinoza a-t-il révolutionné notre compréhension de ces dynamiques ancestrales? Comment ce fils de marchand juif portugais, excommunié de sa propre communauté à Amsterdam au XVIIe siècle, a-t-il pu percer les secrets des conflits qui déchirent l'humanité depuis des millénaires? La réponse tient dans une révolution conceptuelle que peu ont vraiment comprise, même parmi ses admirateurs. Spinoza n'a pas seulement proposé une nouvelle philosophie, il a inventé une nouvelle manière de regarder l'histoire elle-même. Prenez le conflit entre David et Goliath, ce moment mythique qui cristallise l'affrontement entre Israélites et Philistins. Toute l'historiographie traditionnelle nous présente cet épisode comme le triomphe du bien sur le mal, de la foi sur l'arrogance, du petit sur le grand. Mais Spinoza y voit autre chose, l'illustration parfaite de ce qu'il appelle la nécessité géométrique de l'histoire. Goliath n'était pas méchant au sens moral du terme. Il était l'expression logique et inévitable d'un certain type de civilisation, celle qui mise tout sur la force brute, la supériorité technique, l'intimidation psychologique. Face à lui, David ne représentait pas la bonté abstraite, mais un autre type de force, celle de l'intelligence, de l'adaptabilité, de la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Comprenez-vous la révolution que cela représente? Spinoza nous libère de la morale manichéenne pour nous introduire dans une compréhension géométrique des forces historiques. Il n'y a pas de bon et de méchant dans l'histoire. Il y a des configurations de puissance qui entrent nécessairement en conflit selon des lois aussi rigoureuses que celles qui régissent le mouvement des planètes. Cette approche nous permet de comprendre pourquoi les Philistins ont joué un rôle si crucial dans l'émergence de la conscience juive, puis chrétienne, puis occidentale en général. Sans adversaire, pas d'identité. Sans résistance, pas de développement. Les Philistins n'étaient pas un accident de l'histoire, ils étaient une nécessité dialectique. Mais voyons comment cette logique s'est déployée à travers les siècles. Après la disparition des Philistins historiques vers le VIe siècle avant notre ère, conquis successivement par les Babyloniens puis les Perses, leur fonction archétypale a été reprise par d'autres peuples, d'autres civilisations, d'autres forces. Rome, par exemple, a longtemps joué ce rôle pour les premiers chrétiens. L'Empire romain représentait exactement ce que les Philistins avaient incarné face aux Israélites. Une puissance matérielle écrasante, une organisation militaire parfaite, un pragmatisme absolu qui ne comprenait rien aux aspirations spirituelles de ces sujets. Et pourtant, regardez ce qui s'est passé. Cette Rome philistine a fini par adopter le christianisme. Comment expliquer ce retournement apparemment impossible? Spinoza nous donne la clé. Quand deux forces s'affrontent suffisamment longtemps, elles finissent par se transformer mutuellement. Rome a christianisé le monde méditerranéen, mais le christianisme a aussi romanisé le message originel du Christ. Cette dialectique, nous la retrouvons partout dans l'histoire. Prenez l'expansion de l'islam au 7e et 8e siècle. Les conquérants arabes se heurtent à l'Empire byzantin, héritier de Rome et gardien du christianisme orthodoxe. Qui joue le rôle du Philistin dans cette confrontation? Les deux, selon la perspective. Chacun voit dans l'autre l'incarnation de la barbarie matérialiste opposée à sa propre spiritualité raffinée. Mais le plus fascinant, c'est ce qui se produit dans l'Espagne médiévale, en Al-Andalus. Là, pendant des siècles, chrétiens, musulmans et juifs cohabitent et s'enrichissent mutuellement. Comment? En transformant le conflit philistin-israélite en émulation créatrice. Chaque communauté pousse les autres à exceller, non plus par la destruction, mais par la créativité. C'est exactement ce que Spinoza appelait la joie active, cette forme supérieure de bonheur qui naît non pas de la destruction de l'autre, mais de l'augmentation mutuelle de nos puissances respectives. Al-Andalus nous montre qu'il est possible de dépasser la logique philistine sans pour autant nier l'altérité. Mais cette expérience extraordinaire s'effondre au XIe siècle. Pourquoi ? Parce que les forces du ressentiment reprennent le dessus des deux côtés.
Les fondamentalistes almoravides puis almohades du Maghreb ne supportent plus cette coexistence créatrice qu'ils jugent impure, tandis que la Reconquista chrétienne se radicalise sous l'influence de Cluny. Voilà un exemple parfait de ce que Spinoza appelait le retour des passions tristes. Quand une société n'arrive plus à supporter la complexité de sa propre richesse, elle préfère la simplicité brutale de l'exclusion. L'esprit philistin triomphe temporairement, mais au prix d'un appauvrissement général. Cette logique va se reproduire tragiquement au XXe siècle avec les totalitarismes. Hitler se présente comme le champion de la culture allemande contre les parasites juifs, slaves, tziganes. Staline prétend défendre le prolétariat authentique contre les intellectuels bourgeois. Mao combat la décadence occidentale au nom de la pureté paysanne. Dans tous les cas, nous retrouvons le même schéma. Un groupe se définit comme porteur de valeurs authentiques et désigne un autre groupe comme incarnation de la corruption, de la décadence, de l'esprit philistin. Mais paradoxalement, ce sont les accusateurs qui reproduisent exactement les comportements qu'ils dénoncent: matérialisme grossier, culte de la force, mépris de la complexité intellectuelle. Spinoza nous aide à comprendre ce paradoxe. Le totalitaire croit combattre l'esprit philistin, mais il en est lui-même l'expression la plus pure. Il est chez l'autre ce qu'il refuse de reconnaître en lui-même. C'est ce que la psychanalyse appellera plus tard projection, mais que Spinoza décrivait déjà comme imitation des affects. Nous tendons à attribuer aux autres les passions qui nous dominent. Cette compréhension ouvre des perspectives révolutionnaires. Si l'esprit philistin naît de notre refus de reconnaître nos propres contradictions, alors la libération passe par l'acceptation lucide de notre complexité interne. Au lieu de projeter sur l'autre tout ce que nous rejetons en nous, il s'agit d'intégrer ces forces apparemment contradictoires dans une synthèse supérieure. C'est exactement ce qu'ont réussi les grands créateurs de l'histoire. Prenez Shakespeare. Ses personnages les plus fascinants sont ceux qui assument pleinement leurs contradictions. Hamlet est à la fois philosophe et guerrier, Prospero magicien et politique, Lady Macbeth féminine et terrible. Shakespeare ne juge pas ces contradictions, il les explore, les développe, les transforme en beauté. Ou regardez la Renaissance italienne. Comment expliquer cette explosion créatrice extraordinaire? Par la capacité de cette époque à réconcilier des héritages apparemment incompatibles, l'Antiquité païenne et le christianisme, la sensualité et la spiritualité, l'individualisme et le sens communautaire. Au lieu de choisir un camp contre l'autre, les artistes de la Renaissance intègrent tout dans des synthèses inédites. Voilà la véritable leçon spinoziste. La libération ne consiste pas à détruire l'esprit philistin, mais à le transformer, car cet esprit, aussi limité soit-il, exprime quelque chose de nécessaire: le souci de l'efficacité, le sens pratique, l'ancrage dans le réel matériel. Le problème n'est pas qu'il existe, mais qu'il prétende être le tout de l'existence. Un devil, l'avenir au-delà des Philistins. Mais alors, vers quoi nous dirigeons-nous? Quel est l'avenir de cette dialectique millénaire entre l'esprit philistin et l'aspiration à la transcendance? Pour répondre à cette question, il nous faut comprendre comment notre époque contemporaine transforme radicalement les données du problème. Nous vivons une mutation anthropologique sans précédent. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous possédons les moyens techniques de détruire totalement notre espèce et notre planète. Cette situation inédite change complètement les enjeux du conflit traditionnel entre Philistins et anti-Philistins. Pensez-y, les Philistins historiques pouvaient bien massacrer les Israélites. Ils ne risquèrent pas de détruire l'humanité entière. Même les pires tyrans du passé ne pouvaient anéantir que leur propre époque et leur propre région. Mais nos Philistins modernes, ces puissances économiques et politiques qui ne voient que profit à court terme et domination immédiate, ont entre leurs mains des armes de destruction massive, des technologies de manipulation globale, des moyens de dévastation écologique planétaire. L'esprit philistin n'est plus seulement un obstacle au développement spirituel de l'humanité. Il est devenu une menace existentielle pour sa survie même. Cette réalité nouvelle exige une réponse à la hauteur. Heureusement, cette même époque nous offre aussi des possibilités inédites de dépassement.
Internet, malgré tous ses défauts, permet pour la première fois dans l'histoire une circulation instantanée des idées à l'échelle planétaire. Un individu isolé au fond de l'Amazonie peut accéder aux œuvres de Spinoza, de Bach, d'Einstein. Les barrières géographiques et culturelles qui protégeaient autrefois les monopoles intellectuels s'effondrent. Cette démocratisation de l'accès au savoir change fondamentalement les rapports de force. Les nouveaux Philistins, ces oligarques de la tech, ces démagogues populistes, ces autocrates de tout poil ne peuvent plus compter sur l'ignorance des masses pour maintenir leur pouvoir. Ils sont obligés de développer des stratégies de plus en plus sophistiquées de manipulation et de désinformation. Mais regardez ce qui se passe. Plus ils raffinent leurs techniques de contrôle, plus ils révèlent leurs propres mécanismes. Jamais les rouages du pouvoir n'ont été aussi visibles qu'aujourd'hui. Jamais les mensonges des puissants n'ont été aussi facilement démasqués. Paradoxalement, l'ère de la post-vérité est aussi celle où la vérité devient plus accessible que jamais. Cette situation crée ce que nous pourrions appeler une crise spinoziste généralisée. De plus en plus d'individus découvrent par eux-mêmes les mécanismes que Spinoza décrivait. L'imitation des affects, la servitude volontaire, la manipulation par les passions tristes. Cette prise de conscience collective ouvre des possibilités révolutionnaires. Prenez le mouvement des Gilets jaunes en France, ou les manifestations de Hong Kong, ou les soulèvements féministes mondiaux. Au-delà de leurs revendications spécifiques, tous ces mouvements expriment la même intuition profonde. Le refus de la servitude volontaire, la volonté de reprendre en main son propre destin, la recherche d'une authentique démocratie. Bien sûr, ces mouvements restent souvent prisonniers de leurs propres contradictions. Ils combattent l'esprit philistin tout en reproduisant parfois ses méthodes. Ils dénoncent la manipulation tout en se laissant manipuler. Ils aspirent à la liberté tout en réclamant de nouveaux maîtres. Mais ces contradictions mêmes sont le signe d'une transformation en cours. Car voyez-vous, nous assistons peut-être à l'émergence d'une nouvelle forme de conscience, que nous pourrions appeler post-philistine. Cette conscience ne se contente plus d'opposer spiritualité et matérialité, culture et technique, individu et collectif. Elle cherche à intégrer ces polarités dans des synthèses inédites. Regardez l'écologie moderne. Elle ne rejette pas la technique au nom de la nature. Elle cherche des technologies compatibles avec les équilibres naturels. Elle ne prône pas l'ascétisme contre le confort. Elle invente de nouvelles formes de bien-être qui ne détruisent pas la planète. Elle n'oppose pas l'individu à la collectivité. Elle explore de nouveaux modes de vie communautaires qui respectent l'autonomie personnelle. Cette approche intégrative se retrouve dans tous les domaines créatifs de notre époque. L'art contemporain mélange allègrement tradition et innovation, locale et globale, spirituelle et technologique. La science moderne découvre l'interdépendance de tous les phénomènes, l'intrication quantique, la complexité des systèmes vivants. La philosophie redécouvre l'importance du corps, des émotions, de l'expérience vécue. Mais surtout, nous voyons émerger de nouvelles formes d'organisation sociale qui dépassent l'alternative traditionnelle entre individualisme libéral et collectivisme autoritaire. Les réseaux collaboratifs, l'économie du partage, les monnaies alternatives, les expériences de démocratie participative, autant de tentatives pour inventer des modes de vie qui conjuguent autonomie individuelle et solidarité collective. Ces expérimentations ne sont pas sans danger. Elles peuvent être récupérées par l'esprit philistin, détournées de leurs objectifs, instrumentalisées par les pouvoirs établis. L'histoire nous enseigne que toute révolution court le risque de reproduire ce qu'elle prétendait abolir. Mais elle porte aussi en elle une possibilité inédite, celle de dépasser définitivement la logique du conflit pour entrer dans celle de la créativité collaborative. Car c'est peut-être cela, finalement, l'enseignement ultime de Spinoza. Il n'y a pas d'ennemi absolu, il n'y a que des forces qui cherchent à s'exprimer et qui peuvent apprendre à le faire en harmonie plutôt qu'en opposition. Les Philistins de demain ne seront peut-être plus nos ennemis, mais nos partenaires dans la grande aventure de l'évolution humaine, à condition bien sûr que nous ayons le courage et l'intelligence de transformer notre propre regard sur eux et sur nous-mêmes. Conclusion, la réconciliation finale. Nous voici arrivés au terme de cette longue exploration.
qu'avons-nous découvert? Que les Philistins ne sont jamais vraiment morts, mais qu'ils n'ont jamais été vraiment nos ennemis non plus. Ils sont une dimension éternelle de la condition humaine, une force nécessaire qui nous pousse à nous dépasser, un miroir qui nous révèle nos propres limites et nos propres possibilités. Spinoza nous a appris à regarder l'histoire sans haine et sans illusion. Il nous a montré que ce que nous prenons pour des conflits moraux sont en réalité des nécessités géométriques, des jeux de force qui obéissent à des lois aussi rigoureuses que celles de la physique. Cette compréhension nous libère du ressentiment, mais aussi de la naïveté, car reconnaître la nécessité du conflit ne signifie pas s'y résigner. Au contraire, c'est comprendre cette nécessité qui nous permet de la transformer. Quand nous cessons de diaboliser nos adversaires, nous pouvons enfin dialoguer avec eux. Quand nous acceptons nos propres contradictions, nous pouvons les dépasser créativement. L'avenir de l'humanité ne se joue pas dans la victoire définitive d'un camp sur l'autre, mais dans notre capacité collective à transformer les oppositions stériles en tensions créatrices. Les vrais ennemis ne sont pas les Philistins d'aujourd'hui, mais l'ignorance, la peur, le ressentiment qui nous empêchent de voir en eux des partenaires potentiels de notre évolution commune. Cette vision peut paraître utopique, elle l'est peut-être, mais comme le disait Spinoza lui-même, l'expérience nous enseigne que rien n'est plus utile à l'homme qu'un autre homme vivant sous la conduite de la raison. Si nous parvenons, ne serait-ce qu'un petit nombre d'entre nous, à vivre selon cette sagesse, nous pouvons espérer transformer progressivement l'ensemble de notre espèce. Car c'est peut-être cela, finalement, la plus grande leçon de cette histoire millénaire. Nous ne sommes pas condamnés à répéter éternellement les mêmes conflits. Nous pouvons apprendre, évoluer, nous transformer. Nous pouvons faire de nos ennemis ancestraux les alliés de notre avenir commun. Les Philistins nous attendent. Non plus comme adversaires, mais comme compagnons de route sur le chemin de notre humanisation mutuelle. À nous de saisir cette opportunité historique unique. À nous de réaliser enfin la promesse de réconciliation que porte en elle toute véritable philosophie. L'histoire continue, et nous en sommes tous, Philistins et anti-Philistins confondus, les auteurs responsables.